Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est mercredi aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Voilà, donc c'est une vidéo statique. On est mercredi aujourd'hui. Donc demain, une autre vidéo statique. Et vendredi, ça sera un live stream sur Twitch. Plus samedi et dimanche, une autre vidéo, d'autres vidéos statiques. Donc voilà la famille. En plus, la semaine prochaine, je vais prendre off. À part lundi prochain, je ferai un autre live stream. Juste pour annoncer comme quoi je vais prendre, pas des vacances, mais parce que le fait que je quitte le pays, le Canada, donc je vais être au Maroc, le temps que je m'installe, etc., ça va prendre facilement une semaine et demie, maximum 2 semaines. Donc voilà, je vais disparaître un peu, mais je serai toujours dans le groupe, Twitter, etc. Bref, on commence sans trop perdre votre temps. XRP, 64 sous, une hausse de 22,91%. Market cap, 29 milliards, une hausse de 23,01%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 4 milliards, une hausse de 15,24%. Et le circulating supply, on parle toujours de 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, on parle de 10 593, donc waouh. Il y a eu facilement une 70 cryptos qui se sont ajoutés. Le market cap, on parle de 1 trilliard 266 milliards. Donc, il y a énormément d'argent qui est sorti de la crypto. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 121 milliards. Et la BTC Dominance, 50,5%. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que même si on voit BTC en train de dump, on voit clairement que les altcoins prennent plus de coups quand BTC dump. Et c'est comme ça. Et aussi, quand BTC pump, les altcoins pumpent beaucoup plus que BTC. Ils donnent beaucoup plus de retour d'investissement comparé à BTC. C'est toujours comme ça. Bon, on avance. Premier article aujourd'hui, et c'est quand même intéressant. C'est très chaud pour la SEC. Donc, Procès XRP, qui est l'ancien responsable de la SEC que Ripple veut déposer. Donc, Ripple veut des témoignages d'un ancien responsable de la SEC. Donc, il y a plein de monde sur Twitter qui parle de Jay Clayton. Moi, je pense que c'est William Hinman parce que c'est lui qui a été le directeur entre 2017 et 2018. C'est lui qui est venu de Simpson Thacher, la compagnie qui est connectée à Ethereum Alliance. Donc, lui, il est sorti de cette compagnie Simpson Thacher. Il est directement, il est parti travailler chez la SEC. Pendant qu'il était chez la SEC, il recevait une pension de 1,6 million de dollars par année. Et pendant ce règne à lui, c'est là que lui, il a confirmé et il a dit que Ethereum n'est pas une sécurité, Ethereum est une commodité. Donc, moi, à mon avis, Ripple veut cette tête-là. Elle veut William Hinman. À mon avis, je spécule parce qu'on n'a pas le nom encore. Mais voilà, c'est ce que je pense. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est Jay Clayton. Moi, je ne penserai pas. Je pense plus qu'il cherche le directeur de la SEC dans ce temps-là qui est William Hinman. OK? Et aussi, ce gars-là, William Hinman, quand il a quitté la SEC, il est reparti travailler chez Simpson Thacher. Et Simpson Thacher, on a su des choses sur elles. Elles sont connectées par exemple, aux compagnies de crypto mining comme Canaan. Canaan, voilà, ils ont fait un IPO, ils ont fait énormément d'argent. Et Simpson Thacher a fait énormément d'argent sur le IPO de Canaan, la compagnie de crypto mining. Donc, on voit qu'ici, il y a une connexion ici. Et je suis sûr et certain que William Hinman a été mis en place dans la SEC pour donner le feu vert à Ethereum. Ça, c'est sûr et certain. Et on voit ici clairement une corruption. OK? On avance. Le procès intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple et ses dirigeants a connu de nombreux allers-retours ces derniers temps. Le récent développement de la même chose étant donné que le juge Ned Byrne a souligné que la défense de la vie équitable était centrée sur les activités de la SEC. Et non sur les connaissances ou le comportement de l'entreprise blockchain. En fait, selon l'avocat John Deaton, cela a porté un gros coup à la SEC. Et ça, c'est vrai, parce que malheureusement, ils font que regarder ce que la SEC a dit auparavant. Ils font que regarder ce que la SEC a écrit ou ce qu'elle pense. Mais ils ne prennent pas le temps de comprendre la compagnie, la blockchain, la technologie, l'innovation, etc. Ça, c'est malheureux. Ici, il convient de noter que l'ordonnance subventionnée a permis au juge Ned Byrne d'autoriser en partie la requête de l'agence en lui permettant de déposer 5 personnes supplémentaires avec des restrictions. Cette fois, cependant, il semblerait que ce soit l'occasion pour la firme basée à San Francisco de demander une déposition supplémentaire selon une mise à jour révélée par l'avocat James Phelan. Ah, donc là maintenant, la roue tourne.
Et c'est comme ça. Donc la SEC, elle a profité auparavant de cette loi-là. Et elle a dit, OK, moi, je vais ramener 5 témoins. Et je me rappelle, c'était des témoins actuels ou anciens de Ripple pour soutirer des informations. Voilà, de. Maintenant, Ripple, c'est à son tour. Maintenant, elle lui dit, OK, il n'y a pas de problème. Tu as fait ça. Maintenant, moi, je veux soutirer des informations venant de un des responsables de la SEC qui travaillait voilà, dans une année quelconque. Et moi, je pense que c'est William Hillman. Et là, maintenant, la SEC, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose une requête. Comme d'habitude, à chaque fois, elle dépose une requête. Donc maintenant, elle retarde les choses, etc., etc., etc. Donc là, on va voir si la juge va accepter cette requête, si elle va refuser ça à Ripple ou elle va accorder la requête à la SEC. Donc voilà, la SEC annonce son intention de déposer le jeudi 24 juin 2021, donc demain, je pensais, ouais, c'est demain, une requête par lettre pour annuler une assignation à comparaître signifiée par Ripple à un ancien responsable de la SEC. Ah, et moi je pense, à mon avis, je peux me tromper, je pense que la juge va refuser la requête de la SEC. Elle va accorder l'assignation à comparaître qui a été déposée par Ripple. Parce que je pense que ce cas-là est très important pour la phase de découverte dans laquelle on est. Et surtout qu'ils ont donné 2 mois d'extension, je pense pas qu'ils vont refuser un autre truc à Ripple. Voilà. Donc, le fait qu'ils ont donné 2 mois d'extension, ils vont dire, OK, on a du temps pour comprendre les choses. Alors, donne-nous ces choses-là. On veut savoir qu'est-ce qui a été dit. Donc, on a les documents BTC, Ethereum, XRP et on a ce témoin-là. Aïe, 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 aïe. Donc, le 2 juillet, elle doit donner les documents, plus les emails, la SEC. Et on a le 24 juin maintenant, elle veut déposer une requête pour annuler l'assignation. Donc, mais on ne sait pas c'est quelle date l'assignation aura lieu. Voilà. Dans le même sens, l'agence de réglementation a également demandé l'approbation du tribunal d'un calendrier de briefing qui a également été convenu par les défendeurs puisque les 2 parties se sont retrouvées dans une impasse au sujet de ce différend relatif à la découverte. La SEC a l'intention de déposer sa requête par lettre pour annuler l'assignation à comparaître le 24. Si le calendrier est approuvé, la lettre d'opposition de Ripple et la réponse de l'agence à celle-ci peuvent être attendues pour le 1er et le 8 juillet respectivement. Oh là là! Oh là là, putain! Là, les gars, là, regardez qu'est-ce que j'ai dit juste en haut. Le 2 juillet, c'est la date de la SEC pour donner les emails FinHub et les documents BTC, Ethereum, XRP. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, entre le 1 et le 8 juillet, il y a l'assignation du témoin clé attendu par Ripple. Donc là, maintenant, on a une semaine de folie. Entre le 2 et le 8 juillet, entre le 1er et le 8 juillet, c'est une semaine de folie pour la SEC. Et la SEC, maintenant, c'est pour ça qu'elle dépose cette requête le 24 pour bloquer cette assignation. Parce qu'elle sait clairement que ça va être critique pour elle. Et aussi, il faut comprendre un truc. Même si la SEC est dans l'erreur, et même si l'avocat, ils savent que la SEC est dans l'erreur, la job d'un avocat, c'est quoi? C'est protéger le criminel, protéger le pédophile, protéger le tueur, protéger le menteur, protéger n'importe quelle personne qui fait un mal. Un avocat est là pour te protéger, même si je sais pas qu'est-ce que tu as fait. C'est ça ta job. C'est ça leur job. Donc, je comprends les avocats. Donc, eux, ils font tout pour gagner l'affaire parce que pour eux, c'est un point de plus dans leur stats. Donc, ils en ont rien à foutre de Ripple, ils en ont rien à foutre de n'importe quoi d'autre. Eux, ils doivent gagner. Mais, on sait clairement que la SEC, elle est dans la merde maintenant. Là, maintenant, elle est dans la merde et ça devient de plus en plus tight. On a les documents, ça fait 3 fois qu'elle les évite. 2 fois qu'elle les évite. Maintenant, c'est la 3e fois, elle doit les donner. Ça, c'est le 2 juillet. Et on a maintenant l'assignation d'un témoin clé qui aura lieu entre le 1er et le 8 juillet. Donc, si le 24 se fait refuser, la SEC, elle est dans la merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui est clairement évident, c'est que les plaignants cherchent à destituer un ancien fonctionnaire de la SEC et l'agence s'oppose à l'assignation à comparaître qui lui est associé.
mais qui pourrait bien être ce fonctionnaire? Bien que la lettre de la SEC ne réponde pas à cette question, de nombreux membres de la communauté ont fait leurs propres suppositions éclairées. Selon Deaton, par exemple, l'avocat à l'origine de la requête des détenteurs de XRP, pour intervenir la présence action justice, cela pourrait être Jay Clayton ou William Hinman. Ah, c'est exactement ça, c'est les deux. Il n'y a aucun autre. Si ce n'est pas l'un d'entre eux, il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre identifié dans les dossiers qui ont été remis par la SEC. Il y a de bonnes raisons de supposer que cela pourrait être Jay Clayton ou Hinman. Jay Clayton est le prédécesseur de Gary Gensler. En tant que président de la SEC, s'est assuré que l'agent chargeant de la société blockchain d'offres illégales de titres était l'un de ses derniers actes au pouvoir. En fait, au cours du procès, Ripple a également cité à comparaître des documents relatifs à sa rémunération chez One River Asset Management et après son mandat avec la SEC, citant d'éventuelles motivations financières derrière la décision. Moi, je spécule, je dis Hinman. Pourquoi? Parce que Hinman, il a un gros rôle. C'est lui qui a donné le feu vert à Ethereum. Ok? Ça, c'est numéro 1. Donc, déjà, la cour et Ripple, ils vont lui dire pourquoi tu as donné le feu vert à Ethereum en sachant que Ethereum était un ICO. Et le slogan de la SEC, c'est quoi? C'est tout ce qui est ICO, sécurité. Et même Jay Clayton, il l'a dit lui-même. Donc, maintenant, toi, tu as fait ça. Jay Clayton, pourquoi tu as fait l'accusation le 22 décembre? Pourquoi? Et pourquoi directement tu es parti travailler chez un hedge fund qui est spécialisé exclusivement dans le BTC et dans Ethereum? Et pourquoi toi, Hinman, tu recevais 1,6 million de dollars par année de Simpson Thacher qui est connecté à Ethereum Alliance? Donc, expliquez-nous tout ça. Et c'est ça le bordel. Là, c'est ce qu'on voulait, nous, les investisseurs sur XRP. C'est ça. Là, on parle. Là, on va commencer à... C'est là le vrai morceau du film. C'est là où il y a l'action dans un film d'action, là. Le film de Jason Statham ou James Bond. C'est là l'action. Là, ça parle. Là, ça parle. Et c'est pour ça, moi, à mon avis, on va voir un règlement avant l'année 2020. Voilà. OK? Donc, fait intéressant, ces derniers mois ont vu Clayton réitérer certains des anciens points de discussion de la société blockchain sur l'innovation. Hinman, d'autre part, a été le plus remarquable pour avoir déclaré catégoriquement que Bitcoin et Ether ne sont pas des valeurs mobilières il y a quelques années. Donc lui, là, Hinman, c'est pour ça, moi, je reviens toujours sur Hinman, parce que lui, il l'a dit. Il a dit, yo, Bitcoin et Ether ne sont pas des sécurités. Voilà, en sachant que Ethereum a fait un ICO, et en sachant que Simpson Thacher, sa ancienne compagnie, est connectée à Ethereum. Bitcoin, pourquoi Simpson Thacher elle est connectée au crypto mining, donc c'est normal qu'elle va pousser Bitcoin Ether. Et ils ont mis ce gars-là, c'est comme la mafia, ils mettent un de leurs gars dans le FBI, dans la CIA pour soutirer des informations, des choses comme ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un gars dans la SEC pour donner le feu vert à Ether et BTC. Ok la famille, donc voilà, c'est très bon pour nous, c'est une très bonne nouvelle la famille. Le 1er juillet, le 2 juillet, c'est les emails et les documents. Entre le 1er et le 8 juillet, c'est l'assignation de ou bien Jay Clayton ou bien Hinman ou peut-être un autre gars, mais moi je suis sûr que c'est Hinman et Jay Clayton. Ou bien un des deux. Donc le 24, si demain ça se fait refuser, attendez-vous à des feux d'artifice entre le 1er et le 8 juillet. Ok? On avance. Donc celle-là, je voulais juste partager avec vous. Je ne vais pas lire parce que regardez comment c'est lent. C'est très lent. Mais voilà, c'est juste, c'est qui déjà? C'est Ripple Ventures, une entreprise basée à Toronto qui investit dans les startups B2B SaaS. Donc le capital risque était autrefois une industrie artisanale, très peu investissant dans les produits et services de demain. Oh que les temps ont changé s'il y a peu de startups que jamais. Il y a aussi plus d'argent qui les poursuit. Dans cette série, nous examinons des nouvelles VCS au premier stade, les séments et les séries A. Écoutez, c'est sûr et certain, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis sur cet article. C'est juste, j'ai vu Ripple, j'ai lu un peu, voilà, c'est Matt Cohen, est fondateur et associé du directeur de Ripple Ventures. Je ne sais même pas s'ils sont connectés à Ripple, pour de vrai. Je ne sais même pas s'ils sont connectés à Ripple, mais c'est juste le fait que j'ai vu Ripple, j'ai vu les banques, ça parle de banques, ça parle de paiement et tout, j'étais comme, c'est Ripple, tu vois. Ben voilà, regarde, avec Ripple Ventures, nous nous concentrons exclusivement sur les investisseurs à un stade précoce.
axé sur les fondateurs, qui travaille aux côtés des fondateurs tous les jours, pas seulement tous les trimestres. Nous sommes essentiellement une extension des équipes de direction des fondateurs. Nous aimons également créer une communauté d'organisations et d'individus entrepreneurs et travailleurs qui peuvent se soutenir mutuellement au sein de la plateforme Ripple. Tu vois, au sein de la plateforme Ripple. C'est un peu bizarre. Parce que quand il a dit ça, fondateur et associé, tu sais, pour moi, fondateur, c'est pas toi le fondateur, là, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai coincé ici. Mais bon, on s'en fout. Mais c'est juste parce que j'ai vu Ripple que j'en ai parlé. Donc, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous avoir perdu votre temps. Mais bon, on continue. Ici, ça c'est quand même intéressant. Visa et PayPal investissent dans le nouveau fonds de 300 millions de dollars blockchain, capital axé sur la crypto. Donc, Visa Inc. et PayPal ont investi dans le nouveau fonds de blockchain capital. La société de capital risque se concentre exclusivement sur l'écosystème crypto et la technologie blockchain. Blockchain Capital lève 300 millions de dollars pour son nouveau fonds. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Visa, PayPal s'ajoute dans Blockchain Capital. Blockchain Capital, 300 millions de dollars pour son nouveau fonds. Et ça, c'est sorti hier. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ripple investit 25 millions de dollars de XRP dans le fonds Blockchain Capital. Et ça, c'était le 11 avril 2018. Ripple a investi 25 millions de dollars de son jeton XRP dans le fonds de Capital Risk Parallel 5 de Blockchain Capital, a annoncé mercredi la startup. La Blockchain Capital est le premier fonds pour tout projet cherchant à démarrer dans l'espace blockchain. Ah, comprenez donc le fait qu'il a un fonds de 300 millions et dans ces 300 millions, on parle de 25 millions de dollars de jetons en XRP. Ok? Donc, ils ont fait leur preuve dans la recherche et le financement des projets qui comptent. Donc, Ripple est connecté là-dedans et le fait que Visa et PayPal est là-dedans, on voit qu'une grosse connexion se forme ici. Ici, encore, ça vient de sortir aujourd'hui, le 23 juin, les monnaies numériques de la Banque centrale bénéficient du soutien total de la BRI. La Banque des règlements internationaux a apporté son soutien total du développement des monnaies numériques des banques centrales, affirmant qu'elles sont nécessaires pour moderniser la finance et garantir les big tech ne prennent pas le contrôle de l'argent, comme Facebook, comme ces conneries-là. Donc ici, on voit surnommer la Banque centrale des banques centrales du monde, la BRI, qui coordonne bon nombre de leurs discussions sur les monnaies numériques, a formulé mercredi les recommandations sur l'apparence du CBDC tels que dollar, un euro, un yen ou un yuan numérique. Ici, ce que moi j'ai aimé venant de Benoît Cœuré, donc le train a quitté la gare, a déclaré Benoît Cœuré de la BRI, évoquant l'évolution vers les monnaies numériques de la Banque centrale et son soutien. Donc, on voit ici que ça part, le train a quitté la gare. Si on revient en 2020, Davos 2020, qu'est-ce que Benoît Cœuré a dit? Il a dit, avant qu'on parle des CBDCs, il faut qu'on mette l'infrastructure en place. L'infrastructure en place, elle est déjà mise en place, c'est mort. Maintenant, ça parle du train à quitter la gare. Et ici, ce que vous vous rappelez de Rosie Rose, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le train a déjà quitté la gare. Désolé. Le train a déjà quitté la gare, elle aussi, elle l'a dit elle-même. Donc, on voit ici, ça parle en code. Level playing field. On voit que c'est les mêmes mots qui reviennent, les mêmes trucs qui reviennent. Donc, ça c'est un bon truc. Et juste le fait qu'il l'a dit, ça a cliqué dans ma tête. J'étais comme, hey, même Rosie Rose, elle l'a dit. Donc, le train a quitté la gare, les gars. Il ne reste plus rien. C'est une belle chose. Ici, XDC est désormais disponible sur Changely et Changely Pro. Donc, une autre plateforme d'échange qui ajoute XDC. C'est une bonne chose. Magnifique, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? Créer des applications commerciales et financières mondiales sur le réseau XDC avec Tatom. Donc, la création de solutions d'entreprise évolutives, conformes et en chaîne n'a jamais été aussi simple. En ce qui concerne les blockchains hybrides, le réseau XDC est en tête du peloton en termes de sécurité, de vitesse, de frais de transaction et d'évolutivité. Désormais, la blockchain a été intégrée à Tatom, ce qui vous permet de créer vos applications dessus sans avoir à exécuter de nœuds ni apprendre à coder pour la blockchain elle-même. Donc, c'est vraiment cool. Ça facilite les choses. C'est ça l'adoption, la vraie adoption. Donc, maintenant, les petites, moyennes entreprises, micro-entreprises qui veulent créer des applications, qui veulent créer des choses sur la blockchain hybride de XDC ou Tatom, ils n'ont pas besoin d'avoir des connaissances de code ou d'être des experts développeurs ou je ne sais pas quoi. Ça facilite les choses et c'est ça la vraie adoption. Et ça, c'est magnifique venant de XNFM. Le réseau XDC est conçu pour les applications commerciales et financières mondiales. Et c'est pour ça que Corda a choisi XDC parce que Corda, c'est une blockchain d'application.
Et c'est le XDC est le bridge, le pont entre les applications qui sont sur cette blockchain Corda. Donc, entre les applications Corda et bien sûr les applications qui sont sur Xinfin, c'est le bridge, c'est le pont, comme XRP, le bridge currency mondial, non seulement Corda. Ok? Donc, il utilise un réseau de consensus de preuve d'enjeux délégués unique, extrêmement économe en énergie qui exploite le pouvoir du vote d'approbation des parties prenantes pour résoudre des problèmes de consensus de manière juste et démocratique. Avec des frais de gaz proches de zéro et des temps de transaction extrêmement rapides, le réseau peut gérer tout ce qui lui est lancé pour une fraction du prix des autres blockchains. Avec une compatibilité EVM totale, les développeurs qui sont déjà à l'aise avec Ethereum n'auront aucun problème à se familiariser avec le réseau XDC. Donc voilà, Tatum, XDC, collaboration pour permettre la création des applications d'une façon simple, sans exécuter des codes, etc., etc. Donc ici, c'est sorti hier, le 22 juin, et ça c'est magnifique, ça vient de Forbes. Donc Forbes qui parle de Telcoin. Telcoin, quel avenir pour la crypto-monnaie dont tout le monde parle. Donc, depuis la fin du mois d'avril, le projet Telcoin occupe une grande place dans l'actualité des crypto-monnaies avec plus de 500% en un mois et plus de 30 000% entre janvier et mai. Telcoin intéresse grandement les investisseurs. Donc ici, on sait déjà c'est quoi Telcoin. Hein? Telcoin, voilà, ses concurrents c'est Western Union, MoneyGram, RIA. On sait que Telcoin, c'est une crypto qui va se faire transacter par les téléphones mobiles, etc., etc., etc. Donc ici, on va voir, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est les... voilà, quels sont... Hop. Ah, il y a même une vidéo ici. Même une vidéo ici, nice. Voilà, on va lire ici. Voilà, cette charte est une première. Elle est la seule aujourd'hui à relier les consommateurs de la finance décentralisée, DeFi. Donc, une manière réglementée et sûre. Le PDG de Telcoin, Paul Luner, a déclaré cette nouvelle charte représente un type alternatif de banque qui n'a pas le droit de prêter votre argent à quelqu'un d'autre. Les institutions utiliseront la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de faire travailler leur argent uniquement dans leur propre intérêt. Donc, c'est ce qui s'en vient avec DeFi. Non seulement Flare Network, non seulement Flare Finance, mais Telcoin aussi va offrir la DeFi. La DeFi va être partout. Partout. Et le fait que Telcoin va être accessible à n'importe quel particulier dans le monde, ben DeFi aussi sera accessible à travers son wallet à n'importe quel particulier dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de fou, de malade. Preuve que le projet prend de l'ampleur, Telcoin a récemment étendu son service de transfert d'argent numérique à 23 nouvelles plateformes mobiles dans 16 pays. Cela coïncide avec la mise à jour V2.3 de l'application Telcoin qui permet de simplifier le flux de versement en permettant aux consommateurs de choisir où les fonds iront. Donc maintenant, moi, j'ai Telcoin, je peux t'envoyer Telcoin à une plateforme de paiement mobile de ton pays qui est connecté à Telcoin. Tu n'as pas besoin d'avoir un wallet Telcoin. Par exemple, si MoneyGram elle est au Bangladesh et MoneyGram elle est connectée à Telcoin. Donc maintenant, moi, je peux t'envoyer Telcoin à MoneyGram et MoneyGram va te donner des dollars. Tu comprends? Donc, c'est Telcoin maintenant, ça va être comme le... Il n'y a plus de limite. Genre, ah, tu dois avoir un wallet Telcoin pour que je t'envoie des Telcoins. Non. Je t'envoie où tu veux, à n'importe qui que tu veux. Et là, on vient de le dire, 23 nouvelles plateformes mobiles. Donc, des plateformes mobiles locales de ces pays-là. Là. Telcoin est connecté à ces plateformes mobiles. Donc, Telcoin les envoie à ces plateformes mobiles. Et ben, toi, tu envoies Telcoin à n'importe quelle plateforme mobile que tu veux dans n'importe quel pays. Et la personne retire le cash en dollars ou en euros ou n'importe. Tout cela permet de réduire les coûts, d'accélérer les transferts et d'éliminer les obstacles à l'accessibilité des actifs numériques à l'échelle mondiale, tout en tirant parti des marchés alimentés par les utilisateurs pour l'échange d'actifs numériques. La mise à jour très attendue de l'application dans sa version 3.0, c'est exactement ça. Donc, c'est cette version-là 3.0 qui aura la DeFi et non le 2.3. Permettra de stocker plusieurs crypto-monnaies et d'échanger la monnaie fiat dollar-euro. Donc, dans cette version-là, on pourra changer le dollar en Telcoin, Telcoin en dollar. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est malade, c'est vraiment malade. L'application deviendra dans une plateforme d'échange décentralisée DEX à part entière. De plus, la possession de tokens sur l'application permettra de générer des intérêts élevés staking. Donc, même sur cette plateforme qui est le wallet V3, on pourra staker nos Telcoins pour avoir des rendements. On pourra utiliser DeFi comme Flare Finance, sûrement, je sais pas moi, des piscines de pool ou n'importe, je sais pas c'est quoi le délire. Ça va être malade avec l'écosystème Telcoin. Et nous, on est très bien positionnés. Bravo à vous les gars.
Si tout se passe comme prévu, l'avenir de Telcoin semble radieux et les prédictions d'évolution du prix du token tout à fait envisageables, voire même sous-évaluées. Et là, on peut parler de 1 dollar, on peut parler de 1,50, on peut même parler de 2 dollars facilement avec ce qui s'en vient et avec l'intérêt et la spéculation, le FOMO autour de Telcoin. C'est malade. Donc ici, regardez qu'est-ce qui se passe. Cette charte est une première. Elle est la seule aujourd'hui à relier le consommateur à de la finance décentralisée de manière réglementée et sûre. Donc, c'est la seule charte et la seule compagnie qui l'a, c'est Telcoin. Où ça? Aux États-Unis. Donc, cette charte-là, c'est la seule charte qui relie le consommateur à la finance décentralisée. Donc, ça veut dire c'est réglementé, c'est sûr, c'est précis, c'est clair, c'est clean, c'est propre, c'est carré. Waouh! Malade la famille. Donc, yes. On avance, donc on finit avec deux trucs, les banques. Les banques sud-africaines bloquent les achats de crypto sur les bourses d'outre-mer. Les banques bloquent désormais les transactions par carte de crédit et de débit pour de tels achats. Ben, ici au Canada, ça se fait déjà. Plein de banques bloquent les paiements et après ils te disent ouais, on te protège. Ben, tu protèges mes fesses là, laisse-moi faire ce que je veux, c'est mon argent. Donc on voit ici les banques africaines font la même chose. Pourquoi? Parce que elles voient que le marché est en train de dip. Là, ils disent, oh, les gens vont profiter des opportunités. Donc, eux aussi, ils rentrent dans le délire de bloquer les gens. Non seulement les plateformes d'échange, mais les banques aussi ne te permettent plus d'acheter. Yes, c'est comme ça. La Banque d'Israël adopte Ethereum pour un procès en shekel numérique. Donc, ils ont pris Ethereum pour adopter CBDC. Whatever, je ne sais pas. Pourquoi? I don't know. La banque informatique de la Banque d'Israël a mis en place des portefeuilles numériques dans lesquels les membres de l'équipe de l'entreprise peuvent se transférer des shekels numériques imaginaires. La Banque d'Israël a adopté la technologie blockchain Ethereum pour un projet pilote interne visant à examiner le shekel numérique. A déclaré une source proche du dossier à Globe. Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde au monde après Bitcoin. Donc, moi, je pense que Israël va revenir sur ses pas parce que là, maintenant, je ne sais pas pourquoi ils sont allés sur Ethereum. Oui, c'est une plateforme smart contract, mais ils peuvent facilement créer une chaîne latérale fédérée connectée au XRP Ledger. Non seulement ils auront la meilleure plateforme pour les paiements, sur laquelle leur CBDC va fly comme l'éclair, et aussi ils pourront avoir un réseau privé en dehors du XRP Ledger pour ajouter n'importe quelle fonctionnalité qu'ils veulent et créer leur CBDC n'importe quoi. Parce que les chaînes latérales fédérées, c'est les smart contracts et DeFi aussi, etc., etc. Donc, ils peuvent faire vraiment la job de Ethereum. Moi, je pense que c'est un manque de recherche, manque de trucs, et en sachant aussi que la plus grande firme de paiement en Israël est sur Ripple.net. Donc, voilà. Donc, pour mettre en œuvre le projet, l'équipe de département d'informatique de la Banque d'Israël a émis un jeton basé sur la technologie blockchain d'Ethereum qui représente des shekels numériques et a mis en place des portefeuilles numériques dans lesquels les membres de l'équipe de l'entreprise peuvent transférer des shekels numériques imaginaires à chacun autre au sein de la Banque d'Israël. Donc voilà la famille, je voulais partager avec vous. On a fini. N'oubliez pas que Victoria VR commence aujourd'hui. Donc c'est today. Ça vient de commencer. Ça fait 30 minutes maintenant que ça commence. Le dernier pre-sale, il a fini en 24 heures. Donc c'est la dernière vente ICO. Si vous êtes intéressé par Victoria VR, c'est l'internet 3D. Donc tout ce qui est réalité virtuelle, etc. J'en ai déjà parlé. Vous savez déjà de quoi je parle. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé, je vous conseille fortement d'aller sur leur site et d'acheter des VR si vous êtes intéressé. Le lien, il sera juste en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé pour acheter des Victoria VR. Ok? Et c'est un merveilleux projet. Moi, je l'adore et je suis investi là-dedans. Ok? Bon. Merci la famille, je vous souhaite une belle soirée, un bel après-midi, un bon matin. Prenez soin de vous, on se voit demain pour une autre vidéo statique. Vendredi, live stream sur Twitch. Samedi et dimanche, d'autres vidéos statiques. Et lundi, ça sera mon dernier live stream avant quelques petites vacances, 1 semaine, 2 semaines max. Ok la famille, prenez soin de vous, bye bye.